Bonjour à tous. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, 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 hop. Donc, dites-moi si vous me voyez, vous m'entendez. Hop, comme ça. Je vous laisse le temps d'arriver. Dites-moi donc si vous m'entendez bien, si vous me voyez. Tac. Ah, super. Donc, les gens arrivent. Oula, beaucoup de gens d'un coup. Donc, super et bienvenue donc pour ce premier live questions-réponses sur le TDAH. Donc je vous laisse arriver 18 h, super, super, magnifique. Donc bonsoir à tous, à toutes. Et donc, génial. Donc en gros, pour une fois, c'est la parole est à vous. C'est vous qui allez me poser les questions, voir un peu ce qui est possible. Et moi, j'essaye de faire mon rôle qui est de vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire et je me fais un plaisir d'essayer d'y répondre. Parce que vous le savez, je ne suis pas. Je suis le premier à dire que je sais pas tout. Donc, alors, en attendant que les gens arrivent petit à petit. Oh, vous êtes déjà plus de 80. Voilà, dis donc. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Noé. Bonsoir Beverly. Bonsoir Myriam. Oriane. Marie. Samantha. Tous les autres. Bienvenue évidemment. Donc, session questions-réponses sur le TDAH. Et n'hésitez pas. Ah, une première question de Carole. Où trouver un médecin en Bretagne qui accepte de médiquer les adultes? Bonsoir Christelle, bonsoir Sophie, bonsoir Isabelle. Carole, c'est une très très bonne question ça. Euh, alors déjà, première petite remarque, moi je suis belge, donc les médecins en Bretagne, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc pour cette question sur les médecins en Bretagne, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se tourner euh, vers les, euh, vers les associations de parents pour le coup. Je pense qu'avec Hyper Super, vous devriez avoir déjà une espèce de catalogue de personnes qui peuvent essayer euh, de- d'aller. Donc ça, c'est quelque chose qui peut peut-être déjà être efficace. Maintenant, en Bretagne, j'ai pas spécialement, moi, j'ai pas les connaissances en tout cas pour le sujet. Peut-être que sur justement le but de ce live, s'il y a des personnes qui sont en Bretagne et qui connaissent des médecins qui travaillent, des psychiatres notamment, ou des neurologues qui bossent sur le TDAH adulte, n'hésitez pas à communiquer avec Carole, donc qui peut essayer de trouver, on peut essayer de trouver quelqu'un. La force des réseaux sociaux, c'est aussi qu'on est plus, et donc d'essayer vraiment de pouvoir accompagner là-dessus. Donc là, malheureusement, effectivement, c'est... bonjour à tous ceux qui arrivent, là, vous êtes déjà plus de 100 à suivre le live, donc n'hésitez pas, hein, posez vos questions. J'essaye de suivre le chat en même temps, comme ça je peux répondre petit à petit. Alors, une question sur le TDA sans H, ok, n'hésitez pas. Gaël, voilà, je prends en question. Euh, mon avis sur le lien entre l'alimentation et le TDAH. Donc, bah, c'est un avis plutôt, je vais dire, des données qui existent, hein. C'est c'est un peu la question du lien qui existe entre alimentation et TDAH. Et en fait, le lien,
général hein, entre l'hygiène de vie et le TDAH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'études sur la question de l'alimentation qui montrent en tout cas que ça fait développer un TDAH. D'accord? Donc vous n'avez pas de TDAH à cause de l'alimentation. Ça, c'est un truc, les revues de littérature sur le sujet sont assez claires. Par contre, on a quelques liens quand même entre les excès d'alimentation, mais comme les excès de tout, hein, et le TDAH. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Donc, évidemment, si vous avez un excès de différents types d'alimentation, bah, potentiellement, les symptômes qui sont liés au TDAH peuvent être augmentés. Vous pouvez avoir une intensité de symptômes plus importante. Et elle n'est pas toujours présente. Ça, c'est important. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'hygiène de vie générale, donc une bonne alimentation, un bon sommeil, de l'activité physique, va avoir un effet sur l'intensité des symptômes. Donc ça permet de modérer l'intensité des symptômes. Par contre, ça ne vous soigne pas du TDAH et clairement, ça n'engendre pas de TDAH de ne pas le faire. Donc ça, c'est vraiment cette question autour de l'hygiène de vie. Euh, J'en profite, hein, si vous voulez, en février, je fais une conférence en ligne sur le lien alimentation et TDAH et sur ce qu'en disent les études scientifiques, en tout cas, pour le moment. Euh, Oula, dis donc. Noé, donc, par rapport à la teach, peut-on avoir des résultats dans les normes, mais une plainte importante à l'école et à la maison qui pose question, Noémie? Noémie, oui, tout à fait. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que les bilans neuropsychologiques, d'ailleurs, c'est un truc que je défends énormément pour le coup, c'est que les bilans neuropsy ne sont pas faits pour diagnostiquer le TDAH. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'enfants, et quand je dis beaucoup, selon les épreuves qu'on utilise, des études montrent qu'on est entre 30 et 80% d'enfants qui peuvent réussir les épreuves attentionnelles et exécutives qu'on leur fait passer. Pourquoi? Simplement parce que la façon de faire passer ces épreuves, elle n'est pas écologique. C'est-à-dire que vous êtes en face à face avec un enfant dans un endroit calme, de manière générale, et que en plus, vous allez, en tant que professionnel, relancer systématiquement l'enfant. Donc l'objectif des bilans, il n'est pas de dire si c'est un trouble de l'attention ou pas. C'est juste de mettre en exergue, en fait, le fonctionnement de l'enfant face à des tâches qui sont plus ou moins scolaires. Mais évidemment qu'on peut avoir des tests qui sont excessivement bien réussis, et à côté de ça, à l'école, d'avoir une plainte de concentration qui est très importante, et à la maison, avoir une plainte d'inattention importante, ou même d'hyperactivité, ainsi de suite. Donc oui, bien sûr. C'est pour ça que les épreuves psychométriques de style test ne sont pas suffisantes à elles seules pour poser le diagnostic. Et d'ailleurs, elles sont souvent pas faites pour ça. Par contre, il existe toute une série de questionnaires et d'entretiens cliniques qui permettent en fait d'aller chercher des informations de manière plus spécifique sur le fonctionnement dans dans la vie réelle, quoi. Donc ça, c'est un bon diagnostic TDAH aujourd'hui, c'est un diagnostic clinique, hein. Donc un diagnostic clinique avec un entretien, avec des questionnaires, des évaluations multicentrées dans le sens où on va travailler avec les enseignants, les parents, éventuellement les activités extrascolaires et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va le faire de manière générale et on va exclure d'autres pathologies. Ouais. Euh, Christine, est-ce qu'une fois le diagnostic posé, pensez-vous qu'une reconnaissance MDPH soit indispensable, même sans trouble d'apprentissage? Euh, alors, l'idée c'est le diagnostic posé. En fait, il faut voir vraiment à quel point, Christine, ça retentit dans sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on doit avoir une priorisation des actions. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire quelles sont les difficultés rencontrées par votre enfant quand il a son diagnostic de TDAH. Est-ce que ce sont des choses qui sont liées à la maison? Et là, je pense que la MDPH, je ne sais pas dans quelle mesure, hein, encore une fois, les rouages des structures françaises, ça me semble toujours un peu, je veux dire, un peu flou pour le coup, mais de se dire, ok,
qu'est-ce que ça apporterait en fait une reconnaissance de la MDPH dans ce cadre-là? Un petit peu ça que vous devez vous poser comme question et de savoir est-ce que ça vaut la peine de rentrer dans ce système-là pour des aides alors qu'il n'y a pas spécialement de troubles spécifiques d'apprentissage, donc potentiellement il n'y a pas de répercussions à l'école, en tout cas sur les capacités scolaires. D'accord? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas garder ça en tête pour, pour la suite et de se dire on peut anticiper un petit peu en se disant peut-être que, mais en gros, il faut prioriser, quoi, Christine. Donc, de se dire qu'est-ce que ça apporterait aujourd'hui de faire ça, euh, de mettre ça en place. Parce que avoir une reconnaissance, c'est aussi mettre entre guillemets une étiquette. Donc, il faut faire aussi attention à ces aspects. Donc, euh, Myriam, j'y connais pas grand-chose. Mon petit-fils est diagnostiqué TDAH 10. Quelle investigation menée en matière nutritionnelle? Intolérance, charge en métaux lourds, peut-être avez-vous ce type d'infos? Merci. Myriam, la question c'est, est-ce qu'il a des comportements qui pourraient être expliqués par cet aspect-là? C'est-à-dire des intolérances, vous allez avoir quand même dans les intolérances les maux de ventre, les maux de tête, les problèmes digestifs éventuels qui peuvent être quand même compliqués. Vous pouvez avoir des aspects plus de peau, et ainsi de suite, des réactions de peau qui peuvent apparaître, des douleurs à certains endroits qui peuvent apparaître. Donc, ça, c'est une chose, en fait. Ça peut valoir la peine, des fois, de voir une intolérance, mais c'est pas effectivement en lien avec le TDAH. On a le droit d'être TDAH et d'avoir des intolérances et que ce soit deux choses totalement séparées. Donc, voilà, s'il y a quelque chose à aller chercher, pourquoi pas, s'il y a des intolérances particulières, voilà. La charge en métaux lourds, faut faire attention, quoi, parce que les enfants qui ont des charges en métaux lourds qui sont quand même élevées, on est dans vraiment des troubles médicaux assez lourds à ce moment-là. Donc, voilà. Euh, je regardais une vidéo de Jean-Baptiste Alexanian il n'y a pas longtemps sur les aspects de fer, donc le lien entre le fer et le TDAH, parce que j'ai vu beaucoup de publications sur le sujet ces derniers temps. Et ils disent, voilà, vous pouvez avoir en gros des taux élevés ou faibles dans le TDAH. Voilà. Mais il n'y a pas de lien direct. Enfin, on sait que c'est lié, mais on ne connaît pas la causalité. Et surtout, toutes les personnes TDAH n'ont pas un haut taux de ferritine ou toutes les personnes TDAH n'ont pas un bas taux de ferritine. Donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu, apparemment, il y a une espèce de dysfonctionnement là-dedans, mais après, on ne connaît pas la causalité, le lien, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont à regarder, je pense. Donc, euh, donc voilà. En matière nutritionnelle, je pense qu'on fait trop de liens entre la nutrition les troubles cognitifs, d'accord? Que ça entraîne des problématiques cognitives, oui. C'est-à-dire que vous ayez, vous le voyez par exemple, si vous faites une indigestion au niveau cognitif, vous êtes moins bon, quoi. Votre attention est diminuée, et ainsi de suite. Si vous avez des intolérances possibles, effectivement, ça vous fatigue plus, et ainsi de suite. Donc ça joue sur les fonctions cognitives, oui. Mais les liens entre les troubles de l'attention vraiment et les aspects nutritionnels aujourd'hui, ils sont relativement faibles, d'accord? Donc il y a un lien dans le sens où ça peut augmenter l'intensité des difficultés, mais il n'y a pas de choses vraiment directes et qui vous dit si ça cause des problèmes, si vous arrêtez ça, plus de troubles de l'attention. Si par exemple vous arrêtez un aliment et qu'il n'y a plus du tout de problème, c'est que ce n'était pas un trouble de l'attention. C'était vraiment en lien avec les aspects nutritionnels à ce moment. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'hygiène de vie, quoi. Donc oui, on essaye de pas trop manger transformé, on essaye de manger pas trop lourd tous les jours et d'avoir quelque chose d'équilibré, donc de varier aussi l'alimentation. Ça, c'est important. Nadja, j'aurais une question. Quel conseil donnez-vous à un adulte TDA qui a un diagnostic tardif et qui n'a donc jamais eu d'accompagnement et de prise en charge? Cela engendre des grosses difficultés dans l'organisation, l'anticipation, les fonctions exécutives, un livre ou autre à recommander. Euh, oui, si vous regardez dans les vidéos de la page, de cette page, vous avez un livre sur le TDAH, sur la gestion et l'organisation du TDAH chez l'adulte, toutes les stratégies et ainsi de suite. Donc ça, donc oui, ça vous pouvez avoir dans les vidéos. Donc ça, il y a des choses. L'accompagnement, le conseil que je donnerais pour un adulte qui a un TDAH, c'est de se dire que quel est le problème, quoi. C'est vraiment quel est le problème. Donc, comment allez, comment allez-vous envisager les choses
Quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez? On priorise et on a des actions. Chez les adultes TDAH, en fait, vous avez deux grosses actions qui sont vraiment recommandées au niveau international. C'est un, la médication pour ceux qui le souhaitent, et selon le retentissement du quotidien, de ce que ça pose comme problème. Et deuxièmement, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. En termes d'accompagnement thérapeutique, les TCC, c'est ce qui a montré aujourd'hui le plus de résultats dans le TDAH. Donc, et qui ne soient pas médicamenteux, ok, pour les adultes. C'est de l'accompagnement vraiment où on va vous aider en trouvant les bonnes stratégies et en prenant en compte le fonctionnement du TDAH, à trouver les bonnes stratégies qui vous correspondent pour mettre en place justement l'organisation, la planification et tout ce qui pose problème au quotidien. Donc c'est vraiment la mise en place de stratégies précises qui viennent de vous, puisque c'est travailler avec le thérapeute, pour avancer dans la vie de tous les jours. D'accord. Et Maëva, pour les adultes, effectivement, il y a cet aspect mon cerveau a encore besoin de lunettes. C'est vrai que je ne l'ai pas lu, moi, pour les adultes. Je ne sais pas s'ils mettent les stratégies dedans. Donc, Gaël, est-ce que les oméga 3 aident à réduire les symptômes? Eh bien, le peu de données, le peu d'études que j'ai vues et les méta-analyses sur les oméga 3, euh, en fait, il faut savoir que les études, de manière générale, en nutrition, avec les troubles du neurodéveloppement, elles ne sont pas ultra bien en termes de méthodologie. Donc, on ne sait jamais les résultats, voilà. Mais en gros, les méta-analyses, donc les grosses études sur le sujet, et qui regroupent plein d'études différentes pour voir un petit peu, montrent que ça n'a pas spécialement d'effet statistique. Donc sur des grosses populations, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, ça n'empêche pas, hein, peut-être que sur un individu, à un moment donné, selon les carences éventuelles qu'il pourra avoir, pourquoi pas. Mais directement en lien avec ça, on n'a pas beaucoup de données sur la question. En tout cas, de données très positives, hein, Gaël. Marie, quelle est la meilleure normalisation entre la teach et la kitap? Je dirais aucune des deux, mais l'idée c'est que la teach, elle n'est pas ultra bien normée. Donc on parle de test d'évaluation. La teach n'est pas ultra bien normée. Je vous renvoie éventuellement sur la formation qu'on a fait pour Anae Formation sur la teach. Et on a une critique quand même sur la normalisation des épreuves, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants par tranche d'âge, c'est très vaste. L'intervalle est très fort entre les. Donc c'est pas quelque chose de très sensible. Et après, la KITAP, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas tant de sujets que ça qui ont passé les épreuves. Donc après, vous avez des questions de temps de réaction d'un côté, pas de l'autre. Moi, je suis pas un. Je trouve que les tests attentionnels aujourd'hui, ils ont d'énormes limites en fait. Donc, et notamment pour évaluer le TDAH, il faut être clair. Là, par contre, c'est plus que limité. Mais clairement, ouais, si je devais choisir entre les deux, j'utiliserais la Teach parce qu'elle est moins motivante. D'accord? Donc cliniquement, ça m'intéresse plus parce que la KITAP, ce qu'elle risque de faire, c'est que c'est un écran d'ordinateur, donc vous risquez de taper dans le circuit de la récompense, et donc potentiellement l'enfant il va encore plus pouvoir se canaliser sur ce type d'épreuve que sur la Teach. Donc, voilà. Marlène, ma fille 9 ans est en échec dans les apprentissages scolaires, elle a un traitement qu'on doit adapter. Oui. Elle n'est pas motivée pour le travail scolaire, ni pour la rééducation orthophoniste, qui d'ailleurs ne comprend pas qu'elle stagne. J'ai peur de l'épuiser avec les rééducations, je me dis qu'il faut qu'elle grandisse dans sa tête. Euh, alors, la question effectivement là-dessus, Marlène, donc je suppose, hein, comme on parle TDAH, aujourd'hui c'est des difficultés scolaires, donc des difficultés dans les apprentissages scolaires en lien avec le TDAH. Donc, puisqu'elle est sous traitement, effectivement dans le temps, il va falloir l'adapter pour voir ce qui va mieux le fonctionner, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi elle n'est pas motivée par le travail scolaire. C'est-à-dire qu'effectivement, si elle est toujours en échec, c'est difficile d'être motivée en sachant que même quand on fournit des efforts, on se retrouve en échec. Donc ça, effectivement, c'est difficile. Même chose pour la rééducation orthophoniste, c'est-à-dire que la rééducation d'orthophonie, elle se base sur quelle chose? C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a des troubles associés, des troubles d'apprentissage associés, ou alors en fait les difficultés d'apprentissage que votre fille rencontre découlent du trouble de l'attention, et donc l'orthophonie est un peu limitée dans ce cadre-là quand même. Donc après, il y a des orthophonistes qui sont ultra spécialisés dans le TDAH, hein, c'est pas ça que je.
Je ne veux pas me mettre les orthophonistes à dos, loin de là. Mais l'idée, c'est de regarder un petit peu les conséquences, quoi. Si le TDAH est prédominant, ben, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est des stratégies en lien avec les capacités attentionnelles et donc potentiellement une rééducation chaque semaine. Ben, ouais, ça risque d'être un peu compliqué avec l'orthophoniste, ce que je comprends, et c'est pour ça sans doute qu'elle stagne. L'idée, c'est clair que la motivation, cet aspect de l'envie de faire des efforts, c'est ça en fait le truc. Ici, à mon avis, vous avez des enfants qui sont souvent face à des échecs constants parce qu'on les évalue sur les résultats et pas sur l'effort fourni pour arriver à ce qu'ils font. Et donc, quand vous faites des efforts et que vous êtes en échec, ben, la prochaine fois, vous ne faites pas d'efforts. C'est ce qu'on appelle les principes d'économie cognitive chez l'être humain. C'est que si vous travaillez 3 heures pour avoir 2 sur 10, ben, la prochaine fois, vous ne travaillez pas. Vous aurez 0, c'est le même, mais vous aurez économisé 3 heures. Ça, voilà. Et donc, dans les classes, on voit qu'il y a des choses très inégalitaires comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas travailler et avoir 9 ou 10 sur 10, et d'autre côté, avoir un enfant qui travaille vraiment, qui met les efforts, mais qui a encore des difficultés, et qui prend un 2 sur 10, quoi. Et en fait, on valorise le résultat fort. Et en fait, dans les accompagnements par rapport à la motivation au travail et ainsi de suite, ben, l'idée, c'est qu'on doit se centrer sur cet aspect de fournir un effort et de récompenser cet effort plutôt que le résultat. Dans un premier temps, le résultat, on s'en fout. C'est derrière qu'on va travailler et on va se dire, allez, on va vraiment renforcer les aspects d'effort. Et ça, c'est pas une question de grandir, en fait. C'est une question que il faut avoir le bon accompagnement dans ce cadre-là. Et surtout de voir les choses qui sont à côté. C'est euh, des, d'autres peut-être difficultés, c'est-à-dire que cet aspect de perte de motivation peut être lié à d'autres troubles associés, comme de l'anxiété, des dépressions éventuelles. Donc il faut vraiment y faire attention, parce que forcément la prise en charge, eh bien, elle va bouger. Donc ça, c'est assez important à les regarder. Alors, quel questionnaire j'utilise, Émilie? Alors, pour le moment, en tant que psy, j'utilise plein de questionnaires. Pour le TDAH en particulier, j'utilise la Snap 4 et la Brief pour le moment. Je suis en train de tester la Brown EFA pour les enfants, les parents et les enseignants, et la Basque 3 pour les aspects comportementaux. Donc, voilà un petit peu les choses, mais je remettrai ça en réponse directe sur les commentaires. Radia, je suis sur Liège et je souhaite savoir que recommanderiez-vous pour une prise en charge de la gestion des émotions, de l'impulsivité et de l'anxiété? Auriez-vous des conseils, des noms, des associations? Euh, sur Liège, c'est une bonne question ça. Euh, je pense que vous pouvez vous tourner déjà vers le CPLU, je pense que c'est le centre universitaire, le centre universitaire de prise en charge à Liège qui est associé à l'ULG. Et là, vous avez des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc, d'accord. Alors, désolé si je saute des commentaires, mais c'est vrai que vous en avez, il y en a beaucoup, et donc il y en a que je n'ai même pas le temps de lire, je vous le dis déjà. Donc, mais au besoin, après le live, je repasserai sur les commentaires, je répondrai à vos questions au besoin en, directement après vos commentaires. Donc, Lucie, y a-t-il des études sur la médication chez l'adulte, sachant qu'il n'y a toujours pas d'AMM en France? Alors oui, hein, enfin, oui, c'est parce que la France est un pays très particulier sur la médication qu'il n'y a pas d'études au niveau international sur la question. La médication, il faut savoir que ça fait. Enfin, après, je suis pas médecin, donc c'est toujours une question qu'on me pose sur les médicaments et ainsi de suite. Donc, je me mets pas à la place des médecins. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pas d'avis sur les bienfaits et autres. Mais la question, euh, la question des études sur la médication, mais sincèrement, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais le méthylphénidate, je pense que c'est une des molécules qui, au niveau médical, a été les plus étudiées, hein. Donc en gros, on sait quasiment tout dessus, presque, d'accord? Sauf les effets vraiment à très long terme. Mais c'est ultra étudié, quoi. Et on sait à quel point c'est ultra efficace. Il faut savoir qu'aux États-Unis, au Canada, même en Angleterre, la première ligne directrice chez les adultes, c'est la médication, hein. On ne se pose pas la question. Et après, on met des choses en place. Donc, euh, donc ouais, c'est donc oui, il y a beaucoup d'études sur la médication. J'ai vu une question passer en vitesse, mais elle a un peu disparu. C'est les bienfaits, donc quelle est la plus-value de la médication? C'est de stabiliser l'attention. C'est-à-dire que dans le TDAH, ce qu'on sait, c'est
C'est la fluctuation d'attention qui pose problème. À des moments, vous êtes, selon l'environnement, selon la situation, vous avez des moments où vous arrivez à très bien vous concentrer, voire trop vous concentrer, et à d'autres moments, il se passe, ça part dans tous les sens. Le but de la médication, c'est de stabiliser cet aspect attentionnel pour être capable de vous engager dans de nouvelles choses. Et donc d'avancer, de mieux planifier, de mieux organiser, de mieux gérer aussi des comportements qui peuvent être un peu difficiles. Donc il y a des vraies plus-values à la médication aujourd'hui, hein, d'accord? Mais il faut bien peser le pour et le contre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la psychoéducation de la médication. Vous devez savoir quels sont les plus, vous devez savoir quels sont les moins, et vous faites un choix éclairé sur le sujet. C'est-à-dire que quand vous avez un médecin qui arrive et qui vous dit hop, c'est du TDAH, voilà la médication, prenez le temps de lui demander est-ce que vous pouvez me l'expliquer, cette médication, les plus et les moins. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que vous fassiez un choix éclairé. On ne peut pas vous dire euh, voilà, vous êtes obligé de le donner. Vous devez faire un choix. Après, c'est votre choix, d'accord? Vous voulez pas, ça c'est pas au rôle de professionnel de venir dire ah c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas notre rôle, d'accord? Nous, notre rôle, c'est de vous l'expliquer et après vous dites oui ou non, d'accord? Et personne ne peut venir critiquer si vous dites non. Personne ne viendra critiquer si vous dites oui, d'accord? En tout cas, ceux qui critiquent, vous pouvez les ignorer, c'est pas grave. Fanny, alors deux questions ultra intéressantes, je vais effectivement y répondre. C'est que pensez-vous des comorbidités? Alors dans le TDAH, il faut savoir que c'est la règle, hein. Donc le TDAH seul, c'est moins d'un cas sur deux, d'accord? Donc la présence des comorbidités dans le TDAH, c'est la base. Donc quand on a un diagnostic de TDAH, la première chose qu'on va faire, c'est chercher des comorbidités possibles, d'accord? Donc ça, c'est quand même un truc, c'est ultra important à faire et de ne pas passer à côté. Ça, c'est une chose. Donc ultra important. Deuxième chose, donc qu'est-ce que je pense des CMP qui réfutent l'existence du TDAH? Alors, un, il n'y a pas que les CMP qui réfutent l'existence des TDAH, hein, d'accord? C'est la psychiatrie, enfin un certain champ de la psychiatrie ancienne école qui est très psychanalytique, mais première version, quoi. Des trucs un peu, c'est euh, c'est un peu hard, quoi, d'accord? Donc voilà. Donc, ce sont des gens qui vont vous dire que les symptômes du TDAH sont tellement subjectifs que c'est très difficile d'en faire une pathologie. Et c'est quand même des psychanalystes qui vous disent ça, quoi. Donc, ou alors que toute leur théorie est totalement subjective. Donc, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, mais ça c'est la vieille école, hein, vraiment très vieille école. Il y en a encore quelques-uns, hein, comme dans tous les pays. Et je suis pas en train de critiquer spontanément la psychanalyse. Je pense fondamentalement que la psychanalyse, ça peut être utile dans certaines conditions, d'accord? Pour des adultes qui se posent des questions, des choses vraiment internes, des trucs vraiment particuliers, la psychodynamique peut être très intéressante. Par contre, dans les troubles neurodéveloppementaux, faut arrêter, quoi. Ça, pour moi, c'est une hérésie aujourd'hui d'utiliser de la psychanalyse dans ce cadre-là. Donc, Hélène, pour un enfant de 5 ans avec diacte TDAH et Risperdal est idéal comme médication. Comme je vous ai dit, moi je suis pas médecin, donc je peux pas donner un avis de un sur un enfant que j'ai jamais vu, sur un diagnostic que je vois pas, et sur une médication alors que je suis pas médecin. Donc ça, je peux pas vous répondre par rapport à ça. Euh, idéalement, on n'attaque pas au Risperdal, quoi. Les Risperdal, c'est souvent pour les troubles du comportement. Donc voilà. Mais sans connaître, j'ai pas d'avis sur le sujet, évidemment. Donc, peut-on vraiment être TDAH sans aucune manifestation d'hyperactivité, ni passée, ni actuelle? Ah, ça c'est une très bonne question. Euh, sans hyperactivité, je pense que oui, d'accord? Mais sans un minimum d'impulsivité, j'ai des doutes. C'est-à-dire que TDAH, donc trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, ok? C'est globalement, il y a quand même cette idée de gros dysfonctionnement au niveau exécutif. Donc c'est au niveau frontal, vous avez des fonctions qui vous permettent de réguler en fait votre comportement. Et dans le cadre du TDAH, effectivement, on sait que c'est compliqué de réguler cet aspect attentionnel, mais aussi des fois le niveau verbal, donc l'impulsivité verbale, l'impulsivité motrice, ce qu'on va appeler de l'hyperactivité à certains moments. Et donc on va voir que cette régulation est difficile. Autant sur les aspects moteurs, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se canaliser assez bien sans trop de difficultés. Donc ça, je pense que ça se, ça se pose. Je pense que oui. Maintenant, sans vraiment aucune impulsivité, jamais, 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 jamais,
j'ai un peu plus de doutes, d'accord? Je dis pas, hein, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont des troubles attentionnels quasiment purs, hein, d'accord? Mais c'est souvent parce que le problème attentionnel est tellement prédominant par rapport au reste que on voit peut-être pas cet aspect impulsivité, ou en tout cas, cet aspect d'impulsivité ne pose pas problème au quotidien. C'est un petit peu ça. Mais souvent, les patients, ils ont un petit peu des deux quand même. Donc, ouais. Corentin, comment faire la part des choses entre TDAH et comorbidité? J'ai récemment eu une patiente adulte, ancienne toxicomane, trentaine d'années, chez qui on suspecte un TDAH. Comment savoir si les comorbidités sont liées au TDAH ou je n'ai pas le reste du commentaire. Il a disparu. Je vais retrouver le commentaire, je pense. Euh, bon, en gros, si je repars là-dessus, c'est l'idée, c'est la temporalité, c'est-à-dire de savoir comment ça se passait avant avant l'addiction. Parce que l'addiction, elle arrivait à un moment précis, d'accord? Donc, ce qui se passait avant, c'est ça qui va être important. Donc, les entretiens cliniques, en fait, ils vont nous permettre d'aller chercher les informations avant, de se dire, allez, ok, euh, à l'enfance, comment ça s'est passé, adolescence, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Donc, avant les épisodes d'addiction, c'est ultra important de savoir ce qui s'est passé avant. C'est pour ça qu'on va travailler avec le patient, mais également avec son entourage éventuel, et si possible, dans une trentaine d'années, peut-être avec les parents, d'aller chercher les informations auprès des parents. Il ne faut vraiment pas hésiter là-dessus, parce que c'est ça qui va faire la différence. Vous allez être en discussion vraiment avec ces personnes-là qui vont vous dire comment la personne fonctionnait avant ces aspects addictifs. D'accord? C'est ça qui fera la différence. Okay, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est présent dès l'enfance. Donc la symptomatologie inattentive, la symptomatologie hyperactive impulsive, elle était présente, l'un des deux hein, évidemment, était présente avant cet aspect addiction. D'accord? Donc ça va être super important. C'est vraiment de faire la ligne de vie et de suivre le parcours de vie de la personne. C'est ultra important. C'est ça qui va faire la grosse différence. Les TDAH, Muriel, ont-ils réellement un risque de plus grande addiction? Oui, s'ils ne sont pas pris en charge. Donc oui, évidemment. Donc euh, évidemment, s'il n'y a pas de prise en charge, il y a un risque qui est lié à l'impulsivité en fait, de la consommation et après du cercle qui est engendré par là-dessus. Par contre, s'ils sont pris en charge, en fait, on voit que les risques sont diminués, mais très très fort. Vraiment. Donc c'est au même niveau que le reste de la population, quoi. Il n'y a pas plus de risques dans un cas de TDAH pris en charge, et notamment par la médication. Dans un TDAH pris en charge en médication, il n'y a pas plus de risque d'addiction que dans la population normale, quoi. Donc ça, c'est vraiment ultra important à avoir en tête. De même chose que la criminalité, par exemple, ou les accidents de voiture. On sait que les patients qui sont pris en charge, en fait, ils ne sont pas plus à risque. D'où l'importance des prises en charge de 1 précoce et des prises en charge qui sont vraiment bien centrées sur le TDAH, pour éviter en fait les difficultés qui peuvent apparaître derrière. Russell Barclay en parle ultra bien, vraiment. Donc sur cet aspect de vraiment de développement dans le temps et justement des risques qu'on peut, enfin, qu'on peut diminuer vraiment euh, chez eux. Alors, Metnour, après tous ces méthodes thérapeutiques, les résultats sont-ils à 100%? Jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a bien un truc en psychologie qu'on sait, c'est que il n'y a pas de résultat à 100%. Ça n'existe pas en psychologie. Donc en fait, c'est pas une maladie. C'est-à-dire que c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc on l'accompagne, on le compense, on met des choses en place et on essaye de gérer le truc au mieux. Mais il n'y a jamais de 100%. Ça n'existe pas dans notre métier. C'est-à-dire que nous, on a des méthodes qui nous permettent d'être au plus proche d'une efficacité, d'accord? Mais on ne peut pas garantir, c'est-à-dire que quand le patient il vient et qu'il vient pour une prise en charge, on ne peut pas lui garantir à 2000% de dire oui, vous allez aller mieux. Ça, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a la question même de l'implication du patient dans sa propre prise en charge. Donc ça, c'est ultra important aussi, c'est de voir cet aspect-là. Et que ça, le praticien, il peut toujours essayer d'impliquer le patient au maximum, mais derrière, c'est difficile, quoi. D'accord? On n'a pas d'emprise pleine sur cet aspect-là. Donc voilà. Donc bien faire attention à ça. Bénédicte, il y a effectivement un chapitre complet sur les stratégies dans le livre Mon cerveau a encore besoin de lunettes. Eh ben, super!
Je mettrai la référence dans les commentaires. Comme ça, vous avez. Ou si quelqu'un a la référence, n'hésitez pas, hein, mettez-la, c'est intéressant. Alors, Isabelle, bonjour. Est-ce que les troubles de l'attention jouent un rôle dans les difficultés à la lecture? Mon fils est TDAH 110, parfaitement équilibré en orthopsie, grâce aux semelles posturologiques et se plaint malgré tout de maux de tête dès qu'il lit. Un bilan ophtalmique est prévu. Par contre, son traitement Risperdal a dû être diminué de moitié suite à une augmentation x20 de la prolactine. Ok, il faut gérer cette baisse. Aurez-vous une piste à me suggérer? Alors, oui, bah oui, forcément, l'attention, elle joue un rôle dans la lecture. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas attentif ou que vous pensez à autre chose pendant que vous lisez, bah, vous allez décrocher, vous risquez de faire plus de petites fautes, euh, de, de confusion, par exemple. C'est des choses qu'on va avoir. C'est des petites difficultés à certains moments à comprendre certaines phrases ou avoir un besoin de relire des phrases. Donc, en fait, ça prend plus de temps pour lire la même chose. D'accord? Donc, oui, les difficultés attentionnelles, forcément, elles vont jouer sur la lecture. Ça va éventuellement sauter une ligne, ça arrive, hein. Vous suivez, hop, vous pensez à un autre truc. Voilà. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, vous avez potentiellement des difficultés. D'où, vous faites bien d'ailleurs de le noter, et c'est pour ça que je rebondis aussi sur notre message, c'est TDAH sans trouble 10, mais avec des difficultés en lecture. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant qui a un TDAH et une dyslexie, parce que souvent on met des multiples étiquettes sur les enfants, mais en fait on oublie aussi que l'attention, ça joue sur les compétences d'apprentissage. Et que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés en lecture ou des difficultés en mathématiques qu'on a forcément des troubles de l'apprentissage. On a un TDAH qui fluctue et qui peut entraîner des difficultés. Si vous n'êtes pas attentif à la lecture, ben évidemment, c'est plus difficile, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ça, c'est important. En tout cas, vous avez une très bonne démarche. En tout cas, je pense que vous êtes bien encadré aussi par les professionnels, dans le sens où vous allez voir l'orthoptiste qui va vraiment régler certaines choses, l'ophtalmo qui va quand même vérifier ces aspects de maux de tête liés éventuellement aux aspects visuels. Donc oui, super, vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc moi, je vous conseillerais de continuer comme ça et de suivre avec les professionnels qui vous accompagnent sur, ce, sur cette façon-là. Vraiment. Donc, euh, bonsoir. On repousse le traitement médicamenteux. Est-ce une bonne idée de se dire on teste quelques mois et on fait le point? Quel est le pourcentage d'enfants qui démarrent un traitement et qui vont l'arrêter rapidement? euh, Anso, ça va dépendre vraiment de ce qui est mis en place à côté de la médication. Parce qu'en fait, la médication, elle ne guérit pas. Ok. Ça, c'est vraiment important. Elle va permettre de stabiliser pour mettre en place les autres stratégies qui vont permettre de compenser les difficultés. D'accord? Donc souvent, ce qui est proposé normalement par la plupart des médecins, c'est une médication et en parallèle d'avoir une thérapie qui va accompagner en fait la médication. La, la- la médication, elle va permettre d'accélérer l'efficacité de la thérapie. C'est ça en fait, et de l'accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, je pense. C'est de regarder de cet aspect-là. C'est de se dire, voilà, on peut tester en mettant les deux en parallèle, et après, en fait, ce que les médecins font, c'est des fenêtres, d'accord? Ils arrêtent la médication pendant un certain temps, et on voit comment ça se passe, et on fait une réévaluation derrière pour voir si les résultats se maintiennent, si les retentissements ne sont pas trop importants, et ainsi de suite. Et on avance comme ça, d'accord? Après, j'ai pas en tête, je ne sais pas le pourcentage d'enfants qui démarrent les traitements et qui vont l'arrêter très rapidement. Ça, je ne saurais pas vous répondre. J'ai pas la donnée là, sous sous les yeux. D'accord. Euh, Julie, donc quand savoir à quel moment débuter la médication chez une enfant TDA sans hyperactivité? Euh, alors, ben, à quel moment on débute la médication? Si le diagnostic est bien posé, en fait, c'est à partir du moment où les retentissements au quotidien, les retentissements, c'est à quel point ça pose problème, hein, sur trois sphères en particulier, familiale, scolaire, sociale. Donc c'est ce retentissement-là qui doit piloter la mise en place de la prise en charge médicamenteuse. C'est-à-dire si on arrive à des niveaux de retentissement qui sont trop importants et qui sont évalués, à ce moment-là, on va se dire, allez, on a déjà essayé certaines choses, ça ne marche pas, ça ne permet pas de contrôler le retentissement, allez, tant pis, hop, on va essayer de mettre ça en place et on va accompagner avec autre chose en parallèle. C'est à ce moment-là, en fait. C'est vraiment à partir du moment où ça pose des problèmes et que malgré une ou des interventions qui sont mises en place, c'est-à-dire psychoéducation, chez les enfants en tout cas, c'est psychoéducation, accompagnement parental, contact avec les aspects scolaires,
éventuellement des habilités sociales s'il y a vraiment des grosses difficultés. Mais si même avec ça, ça ne marche pas, à ce moment-là, on va passer sur de la médication. En tout cas, c'est proposé. C'est un peu ça. Donc, Nathalie, à part la molécule méthylphénidate, y a-t-il d'autres molécules, car pas flagrant pour mon fils de 7 ans? Il faudrait que j'invite un médecin pour être sûr de ça, parce que moi, je vous dis, hein, je suis pas médecin, je connais pas spécialement les molécules dans tous les sens, donc voilà. Par contre, une neurologue qui vous parle des fleurs de bac, ça, je trouve ça quand même un peu particulier. Euh, Pourquoi des fleurs de bac, quoi? S'il y a bien un truc qui a un bel effet placebo, et l'effet placebo, tant mieux s'il fonctionne, hein, mais ça va rien régler du tout, quoi. Ça va peut-être calmer, parce qu'on sait que par exemple les aspects d'aromathérapie peuvent calmer légèrement des stress, ça peut baisser le stress. Mais sur les aspects TDAH, il y a zéro résultat, hein. Littéralement, hein. Il y a vraiment rien. Vous pouvez boire de l'eau et faire penser que c'est un médicament, vous aurez les mêmes résultats, quoi. Donc, aujourd'hui, il y a pas d'études sur les fleurs de bac qui montrent des choses très efficaces, hein. D'accord. Euh, on parle beaucoup du neurofeedback, Véronique. C'est une très très bonne question aussi, ça. Alors, neurofeedback. Aujourd'hui, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le neurofeedback, ce qui est intéressant, c'est un casque en fait de EEG avec des électrodes sur le cerveau. Et en fait, on vous fait passer, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais on vous fait passer des, soit des jeux, soit des vidéos, soit des sons. Ça peut passer par la musique également. Et en fait, l'idée, c'est que le G qu'on fait, l'électroencéphalographie qu'on fait, capte les réseaux d'attention. Et donc, quand vous regardez une émission, par exemple un jeu, un truc que j'avais testé, moi, c'est des avions qui passent dans des anneaux, d'accord, et vous avez le casque. Et quand le casque capte que vous n'êtes plus concentré, vous avez un feedback visuel immédiat qui est l'avion passe à côté des anneaux, d'accord. Donc, tant que vous êtes concentré et que le casque capte ça, vous passez dans les anneaux, ok. Et quand vous êtes plus concentré, tac, et donc vous avez un feedback visuel qui vous dit, hé, reviens ici, reconcentre-toi, d'accord. Et donc, par ce feedback, vous avez une forme d'entraînement des capacités attentionnelles. Ça, c'est l'objectif un peu du neurofeedback aujourd'hui. Le souci du neurofeedback, c'est quoi? C'est de un, que les méthodes utilisées sont extrêmement variables entre les professionnels et encore plus entre la recherche et ce qui se passe dans les cabinets. Il y a un monde de différence. Le matériel qui est utilisé en recherche pour faire les études en neurofeedback, ce n'est pas le matériel qui est utilisé par votre praticien neurofeedback dans son cabinet. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est pas une pratique protégée. N'importe qui peut faire du neurofeedback. J'exagère en disant ça, mais pas tant que ça. Mais si mon boucher, il a envie, dans l'arrière-salle de sa boucherie, de faire du neurofeedback, personne ne l'interdit. Ce qui pose quand même question. Donc ça, c'est une deuxième chose. Les formations en neurofeedback, elles sont extrêmement limitées. Vous avez le BCIA, par exemple, en France, qui vous donne 5 jours et un petit peu de supervision. Je suis désolé, mais en 5 jours, vous ne pouvez pas maîtriser la complexité de ce que c'est un électroencéphalogramme et derrière d'être précis dans les mesures. Ça, pour moi, aujourd'hui, voilà. Les études, qu'est-ce qu'elles disent par contre par rapport à ça? Les études, elles vous disent que les résultats, aujourd'hui, d'accord, méthodologiquement, on n'a pas de résultats dans les études sérieuses, c'est-à-dire randomisées, contrôlées, en double aveugle, comme on le fait en médecine. Il n'y a pas de résultats aujourd'hui sur le neurofeedback dans ces vraies études-là, d'accord. Après, vous avez des études individuelles avec plein de biais, où là, vous avez des résultats, mais bon, on ne peut pas les interpréter. Par contre, même dans les études qui montrent qu'il n'y a pas de résultats, ils vous disent clairement, attention, c'est une méthode prometteuse. Parce qu'en fait, on a quand même des choses qui nous font penser que dans le temps, ça va montrer des résultats extrêmement intéressants. Et j'ai trouvé 2 protocoles américains de recherche qui ont lancé des grandes études justement sur le pays pour essayer de valider des approches en neurofeedback très précisément. Et vous pouvez retrouver le protocole entier et gratuitement sur Internet si vous les voulez, je pourrais les mettre à disposition. Et qui vous montre en fait les procédures de la recherche où ils vont essayer de tenter de montrer ça marche ou ça marche pas. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont à l'étude. C'est extrêmement prometteur. Voilà ce que je peux en dire. Mais aujourd'hui, les données ne valident pas l'efficacité du neurofeedback chez les enfants TDAH. Donc, Morgane, quel est votre avis sur la prise en charge du TDAH à l'aide du neurofeedback? Donc ça, je peux me répondre.
Mon fils de 6 ans vient d'être diagnostiqué TDAH et dyspraxie. Le neuro veut le mettre sous traitement, mais cherche des solutions autres. Il a suivi orthophoniste, psychomote et psychologue. Alors Gaël, il faut faire attention, hein. Plus vous multipliez les prises en charge, plus vous risquez de surcharger l'enfant et donc de le fatiguer et donc d'accentuer certains troubles. Donc il faut vraiment faire attention à ces aspects-là. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ça. Je pense que les cas les plus efficaces dans ce cadre-là, quand vous avez TDAH plus trouble de la coordination, hein, parce que dyspraxie, normalement ça ne se dit plus, mais trouble de la coordination, dyspraxie, c'est vraiment psychomotricité avec des approches comme les approches coop. Donc l'approche coop, c'est vraiment un truc très fonctionnel du quotidien, vraiment où on apprend à se servir de ces aspects-là, et après de voir comment ça se passe. C'est de travailler sur ce qui pose le plus de problèmes, en gros. Ça, c'est l'ordre des choses qui doivent. Donc voilà. Euh, Pauline, que pensez-vous des questionnaires de Conners et d'Identidis? Bah, c'est intéressant. C'est un bon dépistage. C'est un très bon dépistage. Par contre, on ne pose jamais de diagnostic sur base de ces questionnaires. C'est une étape du processus diagnostique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ces échelles, c'est quoi? C'est qu'on va regarder dans plusieurs environnements les difficultés de l'enfant et comment ça se présente dans les différents milieux. Donc c'est ultra intéressant, mais c'est pas suffisant, loin de là d'ailleurs. Donc, ce que ça donne, c'est la présence de symptômes, les présences de difficultés de quotidienne. Après, il faut comprendre pourquoi elles sont là et à quoi elles sont dues. Au Québec, à l'université Québec Trois-Rivières, ils forment gratuitement pour le haut potentiel et le TDAH. Oui, il y a d'ailleurs des super formations à l'université de Laval, effectivement, Colombe, qui offre un MOOC gratuit sur le TDAH et qui est au top, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de le trouver, d'ailleurs, je pense qu'il y a une session là qui démarre ou qui vient de démarrer sur l'université de Laval et de, pour l'accompagnement du TDAH et pour les parents et les intervenants. Et qui, enfin, voilà. Les Canadiens, en termes de diffusion d'informations sur le TDAH, sincèrement, ils sont bons, hein. Il n'y a rien à dire. Donc, Kelly, que mettre en place comme aménagement dans une classe pour un enfant TDAH? euh, Bah de un, il faut voir quelles sont ses difficultés. C'est-à-dire que aménager le TDAH dans une classe, ça marche pas. Donc, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez aménager par rapport aux difficultés de l'enfant. Et surtout, ce que vous allez faire, en tout cas ce que le professionnel va faire, c'est accompagner l'enseignant. Parce qu'en fait, on a remarqué dans différentes études que ce qui pose le plus de problèmes, c'est pas les aménagements. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est pas le problème. C'est le fait que l'enseignant va pas forcément les maintenir sur le long terme. Et surtout, ce qu'il faut absolument faire, c'est que l'enseignant ait compris ce que c'était un élève TDAH. Et en fait, quand vous avez la compréhension du TDAH de la part de l'enseignant, déjà, vous avez un truc, c'est euh, c'est déjà énorme, hein, comme résultat. Et après, on va essayer de mettre quelques petites choses, mais en fait, en général, on n'essaye pas d'aménager pour le TDAH. On essaie de mettre des choses en place pour toute la classe, pour soulager, encore une fois, l'enseignant par rapport à ça. Bien comprendre cet aspect-là. Les Suisses, ils nous disent ça, c'est un enfant qui a des troubles, c'est un enseignant en difficulté. Donc il faut accompagner l'enseignant pour qu'il ait compris les choses. Et ça, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Donc c'est difficile parce qu'on n'a pas cette façon de penser, alors que c'est ça qui serait vraiment le plus important aujourd'hui. Laetitia, est-ce que le TDAH peut s'améliorer à l'âge adulte? Alors de manière générale, en termes de développement, le TDAH, ça évolue plutôt bien. D'accord? Donc vous avez une diminution des symptômes cardinaux du TDAH. C'est-à-dire que globalement, il y a moins d'impulsivité, moins d'hyperactivité, l'inattention reste relativement constante. Ça, c'est un truc qui est assez présent. Et après, ça dépend énormément des compensations, des suivis qui ont été faits, ça dépend tellement de choses à faire. Donc, vraiment, c'est un truc, ça dépend tellement. Donc, il y a tellement d'éléments de vie qui peuvent engendrer cet aspect-là. Alors, j'ai vu la question passer, c'est est-ce qu'il faut faire suivre un enfant de TDA mais qui a des beaux points à l'école? Ben, ça dépend. C'est, euh, ça dépend s'il y a des problèmes ou pas, quoi. Où sont les problèmes alors? Parce que s'il y a un diagnostic de TDA, c'est qu'il y a eu des retentissements, il y avait des problèmes, hein. C'est obligé. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble. C'est un des critères du diagnostic du TDAH, hein. Vous pouvez être très distrait et ne pas avoir de problème au quotidien. Vous pouvez être très agité et ne pas avoir de problème au quotidien. Ça, ce n'est pas être TDAH, hein. Ok? Il faut un retentissement. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de trouble. Donc, si vous avez un enfant qui a un diagnostic de TDA et qui n'a pas de problème, ben, il n'a pas de TDA en fait.
Ou alors, au moment où le diagnostic a été fait, il avait des problématiques, d'accord? Et aujourd'hui, elles sont bien compensées, donc il n'y a pas besoin de suivi. C'est-à-dire que le suivi, c'est important sur les difficultés, quoi. S'il n'y a pas de difficultés, je vois pas l'intérêt de suivre des gamins, hein. C'est un peu... Euh, Myriam, parlez-nous des comorbidités. Alors, il faut savoir que le TDAH, donc il y a beaucoup de comorbidités, d'accord? Souvent, chez les enfants, c'est les troubles d'opposition. Les troubles d'opposition avec provocation, des trucs très comportementaux qui sont associés. Donc ça, c'est associé dans plus d'un cas sur deux. Ok. Donc les études estiment entre 45 et 65%, donc on va dire un cas sur deux, vous avez un trouble de l'opposition avec provocation, donc un TOP qui est associé au TDAH. Après, il ne faut pas oublier que les anxiétés et les dépressions sont souvent associées. C'est-à-dire que dans 25 à 30% des cas, vous avez des enfants qui présentent une anxiété associée au TDAH, voire des symptômes dépressifs, voire des états dépressifs, hein, des épisodes dépressifs. Donc c'est ultra important. On sait aussi que dans à peu près un cas sur trois, vous avez des troubles de l'apprentissage associés. Donc ça, c'est vraiment aussi super important à aller chercher parce que euh, les prises en charge ne vont pas forcément être les mêmes, quoi. Quand vous avez des difficultés qui découlent de l'attention, c'est pas la même chose que d'avoir un trouble de l'apprentissage qui est associé et qui nécessite des interventions orthophoniques très précises. Donc, il faut bien dissocier les deux. Et ça, ce sont les professionnels qui sont capables de faire ces bilans. Alors, souvent des bilans pluridisciplinaires à ce moment-là, et qui sont capables de dissocier ces aspects-là. Et de vous dire, ça, c'est un trouble d'attention, ça, c'est un trouble d'attention avec telle chose, ça, c'est un trouble d'attention qui engendre des problèmes en lecture ou en mathématiques, comme on en a parlé au début. D'accord? Donc, on voit que ça, il y a des fois, en tout cas, où il faut aller chercher ça. Mais quand un diagnostic de TDAH est posé, clairement, il y a une chose qu'il faut absolument aller chercher. La première chose à regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Parce que dans plus d'un cas sur deux, il y a quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment, vraiment aller chercher dans ce cadre-là. Euh, alors, est-ce qu'Internet accentue les troubles TDAH, l'info-obésité? Euh, Le problème, c'est que si on est très hyper focalisé sur Internet, ça revient à dire qu'on tombe dans des aspects addictifs. Et donc potentiellement, vous êtes dans une boucle négative. Donc vous allez avoir des, euh, des choses comme ça qui peuvent apparaître de manière assez forte. Donc oui, ça pourrait. Ça peut augmenter l'intensité des difficultés à certains moments parce que vous êtes dans une boucle négative de comportement. Donc oui. Tout. Laure, est-ce que le TDAH est héréditaire? Oui, donc le TDAH, c'est héréditaire. On a une fraction génétique qui est assez présente, hein, dans le TDAH, d'accord? On parle de 75 à 80% d'héritabilité. Donc vous avez quand même une fraction génétique. Alors le TDAH, dans les troubles neurodéveloppementaux, ce sont des troubles qu'on appelle des troubles épigénétiques, c'est-à-dire une base génétique, donc une fragilité génétique qui est euh, transmise à l'enfant, et l'environnement va faire que ces gènes s'allument ou pas. Je synthétise, hein, d'accord, très vulgairement, mais je synthétise cet aspect-là. L'environnement va venir jouer sur le fait que le gène s'allume ou pas, quoi, d'accord. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on sait. On a des gènes candidats, on en a quelques-uns, beaucoup même, mais on ne sait pas encore très très bien comment les choses se passent, d'accord. Donc c'est vrai que quand on a un TDAH, potentiellement, ben, on aura un TDAH dans un cas sur deux à peu près, 40% à peu près des enfants, enfin, des parents peuvent avoir une chance d'avoir un enfant TDAH. Et inversement, il ne faut pas oublier que quand un enfant est diagnostiqué TDAH, il faut tout de suite aller regarder chez les parents et éventuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas un TDAH sous-jacent? Parce qu'en fait, dans la structure familiale, dans l'accompagnement familial, ça va être ultra important de savoir si les parents sont eux-mêmes TDAH, puisqu'en termes de planification, d'organisation, d'impulsivité, ça peut jouer aussi sur les comportements des enfants. Donc, euh, donc voilà. Y a-t-il des possibilités de remboursement pour le suivi neuropsychologique en Belgique? Faut regarder avec les mutuelles, vous avez un taux de nombre extrêmement limité et c'est extrêmement minime. Donc, je pense que pour certaines mutualités, comme la mutualité socialiste par exemple, vous avez 10 remboursements de 20 euros. En gros, vous avez ça par an. Donc, 10 ou 12. En gros, vous êtes remboursé au maximum sur un suivi. Mais et alors, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé ce remboursement pour le bilan. Vous allez être remboursé à peu près 150 euros. Donc,
Il y a quasiment rien qui est pris en charge. Enfin, un tout petit peu plus qu'en France. Donc, voilà. Donc, ouais. Je regarde un peu. Donc on arrive doucement à la fin de ce premier live hein, d'une heure. Je vois qu'il y a encore énormément de questions. Je suis désolé. Alors je répondrai pas à tout ici évidemment. J'essaierai vraiment de faire un passage sur les différents postes et j'essaierai de vous répondre individuellement si j'ai les réponses. Hein. Si je les ai pas, je vous le dirai. Mais je passerai vraiment, vraiment, vraiment un petit peu sur vos questions. En tout cas, un grand merci de suivre à ce point-là. Je m'attendais pas à avoir autant de monde sur la chaîne. Donc c'est très, 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 très bien ça. Euh, Donc Aurore, neuropsy, j'en ai pas rencontré beaucoup de calés dans les TDAH. Euh, alors, le problème en fait des neuropsychologues aujourd'hui et même des professionnels de manière générale, c'est qu'on a très très peu de formation de manière globale sur le TDAH à la base. Hein. C'est-à-dire que moi, pendant ma formation neuropsy à l'UNIF, en 5 ans, j'ai dû en entendre parler une demi-heure. Hein. Donc oui, je peux comprendre. Et moi, je me considère pas comme calé sur le sujet. C'est un truc où j'ai creusé, je lis pas mal, je suis des formations, mais je suis très très loin de comprendre 50% de ce que c'est. Donc je suis toujours un peu surpris de voir aussi d'autres collègues, pas forcément neuropsy, hein, mais d'autres personnes qui disent ouais, je suis extrêmement spécialisé là-dedans. Quand je vois le temps que je passe et toutes les choses que je connais pas, hein. D'ailleurs vous le voyez, hein, enfin, dans les questions que vous me posez, il y en a plein où je sais pas vous répondre. Hein. Donc donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que ouais, non, le TDAH, c'est pas un truc qu'on étudie beaucoup, beaucoup à l'université dans les formations. Après, vous avez des diplômes maintenant qui sont faits euh, pour essayer de mieux comprendre ces aspects-là. Donc, je regarde vite les dernières questions, je les passe vite, comme ça je peux essayer euh, un petit peu de voir. Donc n'hésitez pas à re-regarder après, hein. Normalement le replay, enfin, le replay du live sera sur la page, donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il faut. Alors, Baba Pirard, oui, c'est vrai, je devais vous poser. Je devais vous répondre parce que c'est vous qui avez posé les questions à la base. Donc, le TDAH et Alzheimer, d'accord, c'est pas prédictif aujourd'hui. Moi, j'ai pas lu d'études sur le sujet, donc je pense pas que les TDAH soient prédictifs de l'apparition des troubles neurodégénératifs. Je pense pas, d'accord? Mais je me trompe peut-être qu'il y a des études sur le sujet, il faudrait vraiment creuser cet aspect-là. Mais je pense pas qu'on ait trouvé de lien aujourd'hui entre Alzheimer et une apparition de TDAH au départ. Et la question là sur laquelle je suis, c'est un TDAH peut-il masquer un haut potentiel et à quel point cela a-t-il un impact? Alors les études aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche d'ailleurs sur la question du TDAH et des quotients intellectuels, des bilans intellectuels et de à quel point ça fait baisser les scores et ainsi de suite. Les études sur le sujet montrent que en moyenne, si vous avez un TDAH, le nombre de points entre guillemets que vous allez perdre sur un quotient intellectuel, il est de 2 à 7 points. D'accord? Donc, en gros, pour un haut potentiel, il faut arriver à 130. Donc, un TDAH, si vous perdez au maximum 7 points, vous êtes à 123. Donc, on va estimer que euh, quand je lis un rapport, par exemple, ça m'arrive, hein, de voir un bilan à 115 sur un quotient intellectuel et qu'on me dit ah, ça cache un haut potentiel, j'ai un peu plus de mal à le comprendre. D'accord? Voilà. Donc ça peut le cacher en partie, mais vous avez quand même des scores qui sont quand même relativement bons, quoi. C'est pas le gamin qui a en moyenne comme ça, c'est pas caché, c'est pas un haut potentiel caché par un TDAH. Il est juste bon dans ce qu'il fait, il est légèrement impacté par son trouble, mais il reste bon. D'accord? Donc le haut potentiel et le TDAH, c'est des choses qui sont assez discutées aujourd'hui, mais on voit vraiment que ça impacte pas tant que ça les résultats chiffrés du bilan intellectuel, en fait. Ça l'impacte un petit peu, hein, ok, mais pas tant que ça. Et après, dans la vie quotidienne, évidemment, mais enfin, je pense pas que ça impacte le haut potentiel, hein, moi. Je pense que vous avez le droit d'avoir les deux, quoi. Et donc, le TDAH va impacter votre vie au quotidien, et potentiellement, ben, vous allez derrière avoir un haut potentiel qui peut vous amener à faire des choses vraiment très très bien. De manière générale, les études sur le haut potentiel montrent que c'est un facteur de protection. Hein, d'accord? Ça protège de pas mal de choses, en fait. Ça ne creuse pas des problèmes, et ainsi de suite. Ok.
Je prends une dernière question. Je vois qu'il est bientôt 19 heures, donc je prends une dernière question et après, je vous laisserai ici et je travaillerai. Je viendrai vous, vous répondre petit à petit dans la semaine, à mon avis. Je ne répondrai pas ce soir, je vous le dis déjà. Mais, donc, voilà. Dans la littérature, le TDAH a tendance à être inclus dans le trouble dysexécutif. Qu'en pensez-vous? Voilà, je vais finir là-dessus, tiens, sur un truc théorico-théorique. Ah, alors, c'est l'inverse en fait. C'est le trouble dysexécutif, parce que trouble dysexécutif, c'est pas un diagnostic. Trouble dysexécutif, ça veut juste dire que vous avez des difficultés de fonction exécutive. Tous les TDAH ont des difficultés de fonction exécutive. Toutes les personnes qui ont des difficultés exécutives ne sont pas TDAH. D'accord? Donc TDAH, vous avez un dysfonctionnement exécutif. Le dysfonctionnement exécutif, c'est présent dans plein de pathologies différentes. Donc, dysfonctionnement exécutif, vous en avez dans l'autisme, vous en avez dans l'anxiété, dans la dépression, dans les troubles du comportement, dans certains troubles de la personnalité, la schizophrénie. Vous avez ce genre de choses qui sont présentes. Vous avez un trouble des exécutifs qui est présent dans plein de pathologies, c'est transversal. Et le TDAH, c'est une entité qui a des difficultés exécutives, mais pas que. C'est ça qui est important. Donc, tous les TDAH ont un trouble des exécutifs, mais pas l'inverse. Tous les troubles des exécutifs ne sont pas TDAH. D'accord? Alors, il est 19 heures, donc je vais m'arrêter pour cela et je vais vous remercier vraiment énormément d'avoir été autant à suivre ces, ce live. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit, hein, je vais en préparer un. Je vais essayer d'en faire un par mois à peu près, d'accord, pour essayer de répondre à vraiment vos questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Pour le coup, il faut vraiment pas hésiter, d'accord, et de pouvoir continuer à communiquer. Moi, j'ai vraiment cette ambition pour 2021 d'essayer de transmettre un maximum d'informations. Donc, vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions s'il en reste encore. J'essaierai d'y répondre au mieux. N'hésitez pas en même temps, likez la page si vous n'y êtes pas encore. Il ne faut pas hésiter. Si vous l'avez vu, j'ai lancé une chaîne YouTube où vous allez voir des interviews d'autres professionnels que ma tête tout le temps à moi. Donc vous verrez d'autres professionnels qui vont répondre sur le TDAH notamment. Et on va vous faire plein de petites vidéos explicatives de plein de choses. Et donc on va se retrouver, mais tout bientôt pour un live. Et n'hésitez pas non plus à aller dans la partie événements. Il y a toutes les questions, les conférences aussi que j'ai pu réaliser. Il y a tous les replays qui sont disponibles. Profitez-en jusqu'au 15 janvier. On les a mis à moins 50%. Donc si vous voulez avoir accès à plein de, de conférences en tout cas. J'ai parlé de TDAH, du repérage précoce du TDAH, des troubles de l'opposition, de l'accompagnement parental. Donc vraiment, n'hésitez pas. J'en fais un la semaine prochaine sur les prises en charge efficaces du TDAH, justement. Donc si vous avez un intérêt par rapport à ça, n'hésitez pas dans la partie événements. Il y a toutes les conférences qui sont à disposition. Et donc j'espère vraiment vous retrouver très prochainement pour un prochain live. Et donc n'hésitez pas et je vous réponds au plus vite. D'accord? Allez, à bientôt. Ciao.